21% de rendement, c'est ce que vous pouvez espérer en free cash flow si vous investissez à l'heure actuelle sur ArcelorMittal. On va regarder si c'est une entreprise intéressante à mettre en watchlist ou pas à l'heure d'aujourd'hui. Comme je vous rappelle à chaque fois, ces investissements ne concernent que moi, ce n'est seulement mon avis et en aucun cas ne concerne l'investissement. Vous êtes libre de ce que vous faites avec votre argent et investir comporte des risques. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et on commence tout de suite. Donc qu'est-ce qu'on regarde sur ArcelorMittal? On voit déjà un graphique qui n'est pas très joli à voir. On dirait un petit peu le graphique de Orange ou France Télécom si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc jusqu'en 2007, on a eu des prix de l'acier qui étaient assez élevés et puis ensuite de 2008 à 2000 à peu près 21 ou 2022, on a eu des prix de l'acier qui ont stagné. On a eu des différences entre 400 et 600 dollars la tonne, mais ensuite à partir de, vous allez regarder ici, donc du point bas au point haut, on est à peu près voilà, une augmentation de 140% étant donné qu'on a eu de l'acier qui est passé de 400 dollars la tonne à peu près 1200, 1300, 2000 dollars la tonne. Donc pour eux, ils ont eu, voilà, vous voyez ici une marge nette qui était complètement broken, marge nette à 17-18%. Et là, lors d'aujourd'hui, on a réussi quand même à retomber sur une marge nette à 7%. Voilà, un PE qui est à 5 pour une capitalisation à 20 milliards. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On va aller regarder ça tout de suite. Compte de résultat. Un revenu total qui augmente, ça nous intéresse. Coût des marchandises qui augmente, donc ça c'est normal, elle est dépendante des prix de l'acier. Dépenses d'exploitation qui, elles, par contre, augmentent, mais à peine en rapport avec le revenu total. On est toujours sur une très belle différence. On va aller regarder le revenu net par rapport au free cash flow. On voit que le revenu net a souvent tendance à être supérieur, voire même tout le temps tendance à être supérieur au free cash flow. Ça, allez questionner pourquoi. Moi, je peux vous le dire, le cash lié aux activités d'investissement, la dépense en immobilisation, elle est énorme. L'entreprise est obligée de mettre plus de la moitié, au moins en termes basiques par rapport à son free cash flow médian. Elle est obligée de mettre entre 50 et 60% de ce qu'elle va faire en immobilisation. Donc c'est de l'argent en moins pour les actionnaires, c'est de l'argent en moins pour le rachat d'actions, c'est de l'argent en moins pour du dividende. Déjà en termes de dividende, on est à 0,40 par action avec un bénéfice en 2022 qui est estimé à 9,51. Donc l'entreprise est assez rationnelle et se dit ok, je vais garder l'argent pour faire quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'elle a fait avec cet argent? On va la regarder sur le total d'actifs courants. Est-ce qu'elle a de la liquidité? Et effectivement, elle a mis de l'argent en liquidité. Elle a des inventaires totaux qui sont en augmentation, qui d'ailleurs sont énormes, hein. Quand même, on est sur des inventaires totaux à 18 milliards, total d'actifs immobilisés qui sont aussi très impressionnants, valeur comptable par action à 60,86 dollars. Donc potentiellement à l'heure d'aujourd'hui, on est sur une décote à 0,3 ou 0,4% par rapport à son tangible book value. Donc ça pourrait être intéressant à l'investir aujourd'hui pour peut-être se dire qu'elle arrivera un jour à sa valeur comptable par action, qui a d'ailleurs énormément augmenté. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a fait de l'acquisition, etc. Ça, je vous conseille d'aller regarder par vous-même, parce que si vous regardez, voilà, total d'actifs immobilisés, on a augmenté d'ici à ici. Et d'ici on avait baissé d'ici à ici, en termes de liquidité on augmente, etc. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va aller émettre de la dette pour ça? On voit qu'effectivement on a émis un tout petit peu de dette ici et ici, donc on a émis 2 milliards, mais ensuite voilà, on l'a remboursé ici et ici. Donc au final on est sur pratiquement rien. En termes de dette totale, on est à une dette totale à 9,59 milliards. C'est quand même énorme en soi, mais on va aller regarder par rapport à son free cash flow, qu'est-ce que ça peut être. Donc on va regarder un free cash flow annuel, si on le regarde quand même à partir d'ici, donc sans prendre en compte ce niveau-là, je pense qu'on pourrait prendre un petit peu un revenu médian de free cash flow à peu près, je dirais, 2 milliards, entre 1,5 et 2 milliards. Donc à ce niveau-là, on va aller peut-être au pire regarder les EBITDA pour un petit peu mieux voir, et en termes d'EBITDA, effectivement, la dette n'est pas un problème si on regarde à ce niveau-là. On voit quand même que la moitié part en dépenses d'immobilisation, mais la dette n'est pas un problème à ce niveau-là. En termes de revenus, est-ce qu'elle est assez diversifiée par pays? On a énormément de pays, et quel est le premier pays de la coalition? On est sur Other. Donc on a les États-Unis, le Brésil, la Germanie, l'Europe, la Pologne, la France, etc. Donc on est sur énormément de différents constructeurs, énormément de différents pays. Donc très diversifié sur la vente de ce qu'elle va faire. Là, on se retrouve voilà, sur les case figures de 2023. Donc un EBITDA à 4,4 milliards, un free cash flow en semestriel à 1 milliard, 3 milliards de net income. Voilà, donc quelle est la différence? Pourquoi est-ce qu'on a 3 milliards de net income et seulement 1 milliard en free cash flow? Allez regarder ça un petit peu plus loin. 3,45 en EPS, 66 dollars en book value, et un retour sur equity à 10,3. Donc on nous dit le retour equity prend les 12 mois de net income, voilà, donc déjà on est en net income, donc on l'a même pas en termes de free cash flow, donc on n'est pas sur on n'est pas sur quelque chose d'un petit peu réel, on pourrait dire.
Base de dividendes qui n'augmente pas, effectivement. On nous dit qu'on va racheter 24 millions d'actions pendant le premier semestre et qu'en plus on va rajouter 5 milliards pour 85 millions d'actions en plus, parce qu'on a regardé que les actions sont très peu chères en soi et qu'on a eu énormément de rachats d'actions sur les 2 dernières années, ce qui nous a fait monter un cours de 9 dollars au plus bas à aujourd'hui on est à 24 dollars, mais à 24 dollars on est quand même sur un rendement à 21% comme je vous l'ai montré. En termes de final performance net de dette, ici elle est calculée par rapport aux EBITDA, on est sur 4,5%. C'est quand même assez important. Ensuite on peut voir que voilà, à peu près les EBITDA étaient complètement stables de 2012 à 2020. Vous voyez que l'average est à peu près à 120 tonnes de profitabilité, à ce que j'ai compris. Là on est à 155 et en termes de net dette sur les EBITDA, 4,5, c'est assez élevé. Donc vous irez regarder pourquoi. Ensuite, on nous dit que l'investissement stratégique est beaucoup plus dans le retour to shareholders avec le rachat de shares qu'avec le dividende. D'accord. Donc, on nous dit on a 1 milliard de free cash flow sans prendre en compte les 0,6 milliards d'investissement sur le working capital. Voilà. Donc, j'aimerais bien comprendre pourquoi est-ce qu'on a une différence si énorme à ce niveau-là. Stratégie to growth, on nous dit qu'on va aller potentiellement repartir au Texas, aux États-Unis, alors qu'il avait quitté. On nous dit qu'on va aller au Brésil et aussi qu'on nous dit qu'on va aller à Mexico potentiellement, donc pour aller chercher de la main-d'œuvre moins chère. Étant donné qu'ArcelorMittal a 2 usines en France, une usine aux Pays-Bas, si je ne me trompe pas, donc on est sur des dépenses d'exploitation qui, elles, par contre, peuvent continuer d'augmenter et qui potentiellement pourraient être délocalisées. Donc on est sur une entreprise qui fait de l'argent, qui a des règlements ESG assez importants ici. Je crois que c'était là, voilà, vous voyez que Healthy Surf Performance par rapport, voilà, on était à 3% de danger pour travailler là-bas, alors que maintenant on est à 0,70. C'est assez bon. Bon, ça, est-ce que ça nous intéresse réellement? Non, mais c'est surtout pour les investisseurs institutionnels. Est-ce que ça va les impliquer ou pas dans ce genre de machine? Surtout qu'on va aller regarder si, imaginons, à l'heure actuelle, il y a une crise, une baisse du PIB français, elle sera la première atteinte. Les matières premières sont les premiers atteintes. Ensuite, on va voir qu'est-ce qu'on fait avec le CAPEX, qu'est-ce qu'on fait avec ces dépenses d'immobilisation, effectivement. Base normative, donc on a quand même 3 milliards du CAPEX qui sont pris donc dans les dépenses d'immobilisation. Donc on va aller retrouver tout ce qu'on va déprécier, tout ce qu'on va amortir, effectivement, ça c'est dans la base normative. Dans la stratégie enveloppe, donc on a quand même énormément de dépenses d'immobilisation, au moins la moitié qui part dans le growth, donc pour augmenter ce qu'on peut récupérer, donc 5 milliards en 2023, top of range. Et la décarbonisation, parce qu'on a l'objectif, parce que c'est quand même une industrie qui est très très énergivore, qui consomme énormément de pétrole, énormément d'énergie, de gaz, etc. pour pouvoir produire cet acier, pour pouvoir produire ce qu'on va vendre à des entreprises de voitures, etc. À l'heure actuelle, 21% de rendement et un PE assez faible, donc ça peut être une entreprise intéressante à regarder et à mettre en watchlist. Si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Moi, je vous dis à bientôt.